C'est bon, Sylvain, tu peux y aller. C'est bon. OK. Alors, bonjour et bonsoir. Donc, pour cette conférence, je ne me rappelle pas tout à fait le titre de la conférence, mais c'est évidemment concernant le développement de l'intuition. Alors, des habiletés, effectivement, donc à favoriser cette capacité que j'ai, moi, en tant qu'individu, de communiquer avec mon être pour développer mon intuition avec moi-même et développer mon intuition aussi avec les autres, puisqu'il s'agit aussi de ça que le thème de la conférence va présenter. Donc, j'espère que vous allez bien. On est donc un samedi. Je vous remercie donc d'être présent. Mon nom est Sylvain Bélanger. Et puis moi, j'ai commencé donc près de 30 ans à développer mes habiletés intuitives grâce à une formation. Je dis ça parce que on pense souvent que l'intuition, c'est strictement associé donc à des dons, des choses comme ça, et on peut donc les développer. Moi, j'ai eu une facilité, par contre, à développer mon intuition à cette époque-là avec un guérisseur que j'ai suivi pendant 3 ans qui s'appelait Ron Young. Et puis, ce guérisseur-là, quelque part, m'a donné comme beaucoup d'expérimentations à faire sans expliquer véritablement comment ça fonctionnait. Et puis, suite à ces 3 années de formation, j'ai ressenti le besoin de comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à aller dans les librairies, essayer de lire des livres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et ça m'a amené à constater que ce n'était pas évident à comprendre, parce que finalement, les livres sont souvent obscurs d'une certaine façon. Quand on expérimente quelque chose dans la pratique et qu'on observe ce qui est écrit dans un livre, des fois, il y a une espèce d'écart. Ce qui m'a amené, moi, à vouloir finalement proposer des enseignements favorisant le développement de l'intuition. Puis le thème de la conférence d'aujourd'hui, mais vous présentez les grandes applications, les grands volets de l'approche que je propose, qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Pour ceux qui me connaissent, j'avais développé une approche qui s'appelle l'écoute imaginaire, qui est devenue la pleine conscience intuitive. Et c'est ça un petit peu le thème de la conférence d'aujourd'hui. Alors moi, ça fait donc près de 30 ans que je fais des lectures intuitives auprès d'une clientèle, des lectures qui concernent donc autant le potentiel santé d'un individu, ça concerne l'aspect psycho-émotionnel, et l'aspect spirituel. Donc, j'accompagne des gens à favoriser une plus grande compréhension d'eux-mêmes, puis à développer une plus grande habileté à se prendre en charge, à s'épanouir, à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Et puis également, j'enseigne aussi autant pour les gens qui veulent faire des démarches personnelles que pour des démarches professionnelles. Donc, c'est ça un petit peu le cheminement que j'ai fait. Puis évidemment, j'ai écrit plusieurs livres sur le domaine qui vont tous être réédités très bientôt parce que j'ai repris le droit de la majorité de mes livres. Il y en a un qui va sortir bientôt, qui est une nouveauté, qui va être sur une typologie concernant donc la compréhension de l'être humain, que vous pourrez peut-être avoir de l'information quand il sortira, puisque ça va être pour bientôt. Donc, commençons, si vous voulez bien, le thème de la conférence. Alors, le premier volet que j'avais envie d'aborder, c'était évidemment sur quoi repose l'intuition aujourd'hui. Parce qu'évidemment, il y a une certaine époque, l'intuition, c'était quelque chose qui était perçu comme ésotérique souvent. Quelque chose qui venait un peu comme une voix, qui venait un peu comme ça, puis on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Et puis, la physique quantique, entre autres, le développement de la physique quantique et de la médecine quantique apporte beaucoup de réponses pour enrichir, je dirais, la compréhension de ce que c'est que l'intuition. Et je vais vous faire une petite présentation de ça, si vous le voulez bien. Donc, la première chose qu'on doit comprendre ici, c'est que moi, en tant qu'être humain, il n'y a pas si longtemps, on nous affirmait qu'on était fait de chair et d'os. C'est-à-dire que moi, j'avais un corps physique, puis ce corps-là physique, quelque part, c'était qui j'étais et je n'avais pas d'opportunité à me sortir de cet espace corporel-là dans lequel j'étais. C'était comme ça que la vie était faite, c'est comme ça que les êtres humains étaient faits. Et c'était reconnu de tous. Évidemment, il y avait des courants plus marginaux qui n'exprimaient pas nécessairement ça, des courants plus spirituels, disons, mais d'une façon, l'être rationnel avait cette vision-là des choses. La physique quantique a amené une transformation complète et totale qui n'est pas encore complétée encore dans la conscience humaine de cette vision-là. Parce qu'on comprend évidemment que l'être qu'on pensait fait de chair et d'os n'est pas justement strictement fait de chair et d'os. Il est bien sûr fait de chair et d'os, mais aussi composé d'une certaine lumière, d'une certaine énergie. Et cette énergie-là, finalement, les recherches ont démontré, par exemple, que la planète Terre, elle produit un champ électromagnétique qui s'appelle le champ Schumann. Alors, évidemment, quand j'ai commencé, moi, avec les cours des guérisons, on nous parlait de se connecter à la Terre. Ça faisait un petit peu ésotérique de comprendre ça, mais aujourd'hui, avec la compréhension de la science, on sait que la Terre produit un champ électromagnétique et il est donc possible, moi, en tant qu'être humain, de me relier à cette planète, à l'énergie de la Terre et de faire en sorte que cette énergie-là de la Terre puisse finalement se propager dans mon corps et me permettre justement de m'aligner au champ terrestre. Alors, en m'alignant au champ terrestre, qu'est-ce que je fais? C'est un peu comme si je recevais
de l'énergie vitale de la planète Terre. Et cette énergie vitale venait finalement m'enrichir, me nourrir finalement pour que je sois capable d'avoir une vitalité plus importante dans mon être. Alors ça, c'est quelque chose qui était reconnu de très longue date et aujourd'hui, avec la science, on comprend cela. Autre chose qu'on comprend aujourd'hui, c'est que l'être humain, quelque part, est en étroite relation avec le cosmos, avec les planètes, les étoiles, l'infiniment grand. Dans les courants spirituels, c'était reconnu depuis très longtemps, mais aujourd'hui, avec la science, encore une fois, il y a des gens qui ont démontré que le Soleil, par exemple, produisait des photons, des particules lumineuses, et que ces photons-là, finalement, le corps humain que je suis, est capable d'absorber cette lumière-là par les cellules de mon corps, et cette lumière-là est absorbée par les cellules, et ensuite, elles réémettent de la lumière. Un peu comme un phénomène de respiration. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis fait de chair et d'os, mais cet être humain fait de chair et d'os reçoit, sans que je le voie, reçoit des photons, des particules lumineuses. On pourrait ajouter qu'on reçout des particules, des énergies cosmiques de l'univers, et toutes ces énergies-là, quelque part, sont absorbées par les cellules de notre corps, puis ensuite réémettent de la lumière. Ça veut donc dire finalement que quand on parle de l'aura, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu parler. L'aura, finalement, qui est un genre de corps subtil pour certains, qui est autour de notre corps physique. Mais on comprend ici que ce corps subtil-là, finalement, c'est un reflet de l'échange biolumineux entre les cellules de mon corps et le cosmos et l'énergie tellurique de la Terre. Donc, on comprend ici qu'un des éléments bien importants de l'apprentissage de l'intuition, quand moi j'ai commencé, c'était la pratique de l'enracinement qui nous enseignait finalement à développer une position de verticalité. La position de verticalité, à quoi elle servait? Elle servait finalement à me mettre dans une position où j'apprenais à développer une position de témoin. Quand je suis dans une position de verticalité, je suis capable de m'observer ce qui se passe en moi, d'observer à quelque part qu'est-ce qui anime mon être et être capable d'échanger avec lui. C'est comme ça qu'on va arriver à développer notre intuition, quand on est capable de se retrouver dans cette position de verticalité, parce que si on n'est pas dans cette position de verticalité, on est dans la position qu'on connaît tous en tant qu'être humain, qui est une position justement qu'on pourrait qualifier d'horizontalité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, plutôt que de m'aligner à l'énergie de la Terre et du ciel, plutôt dans une position de verticalité ou dans laquelle j'assume qui je suis, je vais avoir tendance à projeter ce que j'ai en moi vers l'extérieur. C'est là que je vais faire un phénomène qu'on reconnaît en psychologie, qui est la projection, par exemple. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on va perdre de pied, parce que, par exemple, quand on tombe en amour, tomber en amour, ça veut dire quoi? Je suis là et je tombe en amour. Tomber en amour, ça veut donc dire quelque part perdre de pied. Et dans la tradition de la guérison, justement, la pratique de l'enracinement, qui est une technique très importante parce qu'elle nous permet justement de favoriser cette position de verticalité qui fait que moi, en tant qu'être humain, je reconnais que je suis un organisme vivant. Alors, ça fait curieux de dire que je suis un organisme vivant. C'est sûr que je suis un organisme vivant. Ce qu'on comprend aujourd'hui avec la physique quantique, c'est que cet organisme vivant que je suis est en étroite relation avec la Terre et le ciel. C'est déjà quelque chose d'important à bien comprendre à ce niveau-là. Et ce qui veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis comme une antenne. Cette antenne-là, finalement, peut donc se syntoniser à l'énergie de la Terre et à celle du ciel à volonté. On peut se relier donc à des armes, on peut se relier à toutes choses. C'est un peu comme si j'étais capable, moi, en tant qu'être humain, de me relier au vivant. Et de quelle façon que c'est possible de se relier au vivant? Il y en a qui vont me dire, il faut ton troisième œil. Ou il faut que tu aies eu un accident quand tu étais jeune, puis cet accident-là t'a amené à développer des niveaux de conscience, ou je ne sais quoi, il faut prendre la drogue, ou il faut être végétarien. Il y a plein d'éléments qui nous font croire qu'il y a comme des éléments très concrets, très particuliers qui vont faire qu'on va développer ces habiletés-là. Moi, ce que je vous dis, et je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé, c'est que le véhicule imaginaire et le support imaginaire est vraiment fondamental dans la pratique intuitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je pars du principe que je suis une antenne, cette antenne, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du bout de mes orteils jusqu'au sommet de ma tête, je dois être capable de ressentir la vie en moi. Et la pratique d'enracinement, qui est proposée par la tradition chamanique, est un apprentissage justement pour apprendre à ressentir la vie à l'intérieur de mon corps dans son entier. Qu'est-ce qu'il va faire si je voyage dans mon propre corps? La façon que je vais pouvoir voyager dans mon propre corps, c'est ma capacité à moi, en tant qu'humain, de fermer les yeux et de déplacer ma conscience, qui se trouve ici, de la déplacer dans mon propre corps pour faire un voyage à l'intérieur de moi-même. Et ce voyage à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce qui va en résulter? Il va se passer un tas de choses. Il va se passer je vais voir des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi pendant ce voyage-là que je vais effectuer dans mon propre corps.
ces perceptions-là, visuelles, auditives, sensitives, qui vont se manifester à moi, si je prends le temps dans une position de témoin de les regarder comme si elles étaient distinctes de moi et que je discutais avec elles en prenant soin de décrire ce que je vois, entends et ressens, de questionner la raison d'être de leur présence dans mon monde intérieur, je vais commencer à constater que mes cellules de mon corps ont à quelque part la capacité possiblement, et ça c'est une hypothèse que j'aimais, de me transmettre de l'information par le biais de mes sens visuels, auditifs ou sensitifs. Ça veut donc dire que je suis capable de communiquer avec ce qui se passe dans mon être, dans mon corps physiologique, dans mon corps énergétique, puisqu'on sait que les cellules du corps ne sont pas juste des structures physiques, mais elles sont également une émanation de cette capacité des cellules d'absorber et de réémettre de la lumière. Donc, plus j'apprends à faire cet apprentissage-là, plus j'apprends à découvrir finalement que mon corps est que je peux effectivement faire des échanges de ce corps-là et que ces échanges-là que je vais effectuer vont faire que je vais développer une plus grande compréhension de qui je suis. Parce que c'est un peu comme si mon corps avait finalement, en fin de compte, une forme de sagesse, une forme d'intelligence. Et cette intelligence-là, quand j'apprends à la découvrir, j'apprends à lui faire confiance, puis je constate que dans mon corps, je porte finalement mon histoire de vie. C'est-à-dire que les traumatismes que j'ai vécus ou les blessures que j'ai pu vivre tout au long de ma vie se retrouvent dans mon corps. Alors, mon cerveau n'est pas capable d'être conscient de tout ce que j'ai vécu dans mon corps, puisque ce que je porte en moi, les blessures, par exemple, sont souvent enfouis, parce que justement, on les a enfouis parce que notre cerveau n'était pas capable d'enregistrer les charges émotionnelles trop importantes qu'on puisse vivre, par exemple, quand on est un enfant. Et c'est ça qui va préserver notre équilibre. Et le processus d'intuition, pour moi, c'est finalement cette capacité que j'ai de renouer contact avec mon existence, ce que je porte en moi, pour finalement accéder à cette sagesse intelligente qui va me permettre de dénouer les nœuds de tension, les blocages émotionnels qui peuvent être en moi. La richesse de l'intuition aussi, c'est qu'on constate évidemment qu'il existe comme un genre d'univers super lumineux. Et ça, c'est beaucoup de physiciens qui ont apporté, qui ont nommé, bon, peut-être pas toujours avec le même terme, mais plusieurs physiciens reconnaissent à quelque part qu'au-delà de nos yeux visibles, il y a quelque part un univers où les particules vont plus vite que la lumière. Et cet univers-là est un univers dans lequel il n'y a pas d'espace-temps et dans lequel l'information s'accumule sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un homme fait de chair et d'os. Je suis capable de voyager à l'intérieur de moi pour découvrir mon histoire de vie. Mais quand on comprend qu'on peut se relier à cet univers super lumineux-là, on découvre finalement que dans cet univers super lumineux-là, c'est une dimension dans laquelle on peut voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut retourner dans notre histoire de vie, mais on peut également aller voir nos ancêtres, par exemple mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Je peux voyager pour communiquer avec des mémoires, des énergies, des consciences à quelque part très ancestrales de mes ancêtres, et je peux également voyager dans l'universalité de l'histoire de l'humanité, puisque dans cet univers super lumineux-là, on reconnaît que l'information s'accumule sans cesse. Ça veut donc dire que depuis le début des temps, tout ce qui a été vécu sur Terre, tout ce qui a été vécu en tant qu'humanité, se retrouve dans cet univers-là. Ça veut donc dire que moi, à volonté, je peux voyager dans mon histoire de vie, je peux voyager dans mon histoire familiale, je peux voyager dans mes mémoires d'autres vies, dans les mémoires d'autres vies pour commencer justement à découvrir qu'à travers chacun de ces voies-là, de ces chemins-là, de ces autoroutes-là d'information, je peux finalement, moi, apprendre à mieux me connaître et apprendre justement à libérer, pourrait-on dire ça comme ceci, le poids de mon existence, des blessures que j'ai pu avoir vécues, mais ce qu'on constate également, c'est que ce poids de mon existence, les blessures que j'ai pu vivre, peuvent résonner avec mon histoire familiale, donc des blessures communes avec mon histoire familiale ou des blessures communes qui ont pu se vivre dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, l'abandon, je peux raisonner avec des mémoires d'abandon provenant de l'histoire de l'humanité. Alors, vous voyez que tout le voyage donc, de l'intuition, finalement, se fait à travers cette compréhension de plus en plus étoffée, je dirais, qu'on retrouve maintenant dans la physique quantique et qui commence justement à présenter la conscience d'une façon complètement différente que celle qu'on pouvait imaginer en se disant, voici, le cerveau, il est là, puis c'est là que ça se passe. Non, c'est plus là que ça se passe, finalement. On parle d'un cerveau délocalisé
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout mon aura, tout mon champ énergétique est le cerveau. C'est-à-dire que la conscience de ce que je suis se retrouve dans tout le rayonnement biolumineux de mes cellules. Et dans ce sens-là, on comprend aussi que le cerveau, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est qu'il cherche simplement à enregistrer les informations dont il peut être conscient, mais puis ça va se faire à travers justement un processus d'attention. Qu'est-ce qui va de voie privilégiée? Par exemple, si je suis convaincu d'être abandonné, quelque part, cette expérience de l'abandon, elle va finalement s'incarner en moi. Par contre, si je commence à focuser sur d'autres compétences que j'ai qui pourraient me permettre de ne plus être dans l'abandon, mais dans un processus d'amour de moi-même, par exemple, c'est évident que c'est à travers cette voie-là que je vais m'incarner. Alors, vous voyez qu'on commence à comprendre que le cerveau, finalement, c'est un instrument qui va être déterminé par la capacité que j'ai de porter mon attention dans une voie ou dans une autre. Et c'est ça finalement qui est la beauté de la chose. Quand on retrouve la position de verticalité dont je vous ai parlé tantôt, on est on est dans une position de témoin. Donc le témoin, lui, il n'est pas en train de faire des choix, de dire « Ah, je me sens abandonné » ou « Je me sens merveilleux » ou je ne sais quoi. Il se retrouve dans une position où il observe, il voit ce que le corps lui dit. Alors, on n'a plus à se poser la question de savoir si c'est mon mental qui parle ou si c'est mes intuitions, puisque la position de verticalité me permet d'accueillir tout ce qui se passe en moi comme étant des sources d'informations qui vont me guider dans mon processus intuitif de connaissance de moi-même et qui va faire que je vais apprendre justement à être de plus en plus intuitif parce que justement, l'intuition repose sur le principe de communication entre moi et moi. Entre moi, on pourrait dire ça comme ceci, le moi qui est le cerveau, et le corps qui est finalement l'ensemble des informations avec lesquelles le cerveau n'a pas accès. Donc, plus j'apprends justement à faire ce voyage, bien évidemment, plus on apprend donc à devenir de plus en plus apte à mieux se connaître et à être plus en état d'harmonie et de paix avec nous-mêmes. C'est ça un peu qui est l'intérêt de cette démarche intuitive-là. Il y a des recherches également qui amènent que l'idée que la conscience, ce serait finalement lorsque les neurones de notre cerveau sont en résonance. En résonance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se reconnaissent. Puis on pourrait penser à quelque part que cette capacité de se reconnaître repose justement sur cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain de voyager en moi et de commencer à questionner les perceptions qui sont en moi, être capable donc de me faire une représentation, par exemple, d'un blocage que j'ai dans mon genou. En faisant ce voyage dans mon genou et en établissant une relation avec ce qui se passe dans celui-ci, je pourrais parvenir justement à me faire une représentation visuelle, auditive ou sensitive dans mon cerveau de ce qui se passe dans mon genou. Et là, on peut facilement envisager que le cerveau fonctionne comme ça. C'est-à-dire que lorsque les neurones se reconnaissent mutuellement et créent une organisation entre elles, c'est le moment, il y a une phénomène de conscience. C'est-à-dire que je deviens conscient de quelque chose. Alors ça, c'est intéressant parce qu'ils vont dire finalement que tout le processus intuitif, pour être capable, pour qu'il devienne vraiment intéressant puis viable, je dirais, il doit passer par un processus de questionnement qui va nous amener à avoir une compréhension assez clair de ce qui est présent pour que justement il y ait une prise de conscience qui soit faite et qu'il y ait un sens thérapeutique, pourrait-on dire, qui puisse en résulter. C'est-à-dire que si je prends conscience de ce qui se passe dans mon genou, cette conscience-là va faire que je vais pouvoir ensuite poser une action thérapeutique, pourrait-on dire, sur la région en question. Alors, puis une autre chose qui est intéressante dans les recherches des neurosciences, c'est qu'on envisage évidemment actuellement l'idée que deux êtres humains on parle de ce qu'on appelle une synchronisation intercérébrale. Donc, c'est un terme un petit peu technique, mais qui met en évidence justement qu'on reconnaît que plusieurs personnes le cerveau est capable justement de se mimer à d'autres êtres humains. Et cette capacité de se mimer à d'autres êtres humains font faire qu'un regroupement de personnes vont être capables de collaborer ensemble d'une façon très efficace en reproduisant justement les conditions favorables pour que chacun des individus puisse arriver justement à se connecter les uns avec les autres au niveau cérébral. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est là que ça ouvre la porte évidemment à la pratique vers l'autre, que je vais aborder maintenant, c'est qu'on commence à comprendre justement que cette capacité que moi j'ai de me relier à quelqu'un, comment ça va se faire? C'est en disant, là, je viens de vous parler de l'intuition, de la démarche intuitive qu'on pouvait faire avec soi-même. Maintenant, si on parle de faire une démarche intuitive envers un partenaire, comment va-t-on le faire? C'est très simple. Ma conscience va se déplacer chez mon partenaire. Et cette capacité que j'ai de me relier à mon partenaire va se faire comment? Elle va se faire à travers le jeu imaginaire.
C'est-à-dire que moi, je vais simplement me mettre en relation avec une personne qui pourrait être présente dans la pièce ici ou qui pourrait être dans un autre pays très, très loin, et je pourrais me mettre en relation avec cette personne-là par le biais de mon imaginaire qui va me permettre donc d'accéder à des informations qui vont émaner de son ensemble cellulaire, de son corps, hein, qui émane d'une certaine lumière. Et cette lumière-là, moi, je vais la capter par des images, des sensations et des mots qui vont faire que je vais pouvoir ensuite, effectivement, faire un genre de discussion avec les perceptions que j'ai de mon partenaire, même s'il ne me parle pas. C'est vraiment dans un mode imaginaire que tout va se faire. Et je vais pouvoir arriver donc à comprendre des choses sur lui qui vont me permettre ensuite de lui refléter en verbalisant dans un contexte où il va m'entendre hein, consciemment et il va pouvoir justement établir une communication beaucoup plus saine de cette façon-là. On va pouvoir arriver, donc il va pouvoir me dire, bon, moi je perçois des choses et lui il va pouvoir me confirmer ce que je perçois. Hein, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va arriver à ce que mon partenaire puisse me confirmer que les intuitions que je perçois sont justes. Hein, c'est ça qui est le travail d'un thérapeute intuitif en fin de compte. Donc, vous voyez que ça, c'est un petit peu la première étape que j'avais envie de vous présenter concernant donc le volet qui explique le processus intuitif, c'est-à-dire que la physique quantique met en évidence que le corps n'est pas fait de chair et d'os, donc l'idée de pouvoir faire un travail intuitif avec une autre personne devient presque naturelle. Puis ça veut donc dire finalement qu'il suffit que moi, en tant qu'être humain, je développe une présence en mon corps, une plus grande sensibilité à ce qui se passe en moi pour être capable d'être de plus en plus sensible à ce qui se passe chez un partenaire et que ce partenaire soit capable, évidemment, que je sois capable de me rendre sensible aux émanations de son énergie fine pendant des cellules qui sont émises par elle et que j'apprenne donc à voyager à l'intérieur de cet univers-là pour travailler sur sa santé, par exemple sur le potentiel santé qui l'anime, donc d'un point de vue plus des organes, de l'énergie, etc., ou d'un point de vue plus psycho-émotionnel, donc d'aller voir son histoire personnelle, des mémoires d'ancêtres, des mémoires d'autres vies, ou encore bon, de travailler d'une façon plus spirituelle avec des guides, etc. Donc tout ça finalement est un processus qui se fait à travers justement ce jeu dont je viens de vous parler et qui est de plus en plus reconnu par ce qu'on appelle la physique quantique. Il y a Serge qui me demande ce que c'est de la visualisation. Encore là, c'est toujours une question de définition. Quand je vous parle d'image visuelle, sensitif, sensation, auditif, c'est des voix. Alors, chacun d'entre nous, lorsqu'on se met à pratiquer une démarche intuitive, on va constater qu'il y a un mode de langage qui va se privilégier à nous. Alors, quand on parle de visualisation, on a tendance à penser à image. Alors qu'évidemment, on a 3 modes de communication et très souvent, les gens ne sont pas visuels, ils sont plus sensitifs ou plus auditifs. Donc, oui, l'aspect visuel va être important. Mais évidemment, la clé de la démarche intuitive, c'est là que je vais préciser quelque chose concernant la visualisation, c'est que pour être capable de développer son intuition, il faut être un témoin. Un témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte qu'il y a un monde super lumineux qui va se manifester à moi par le biais de mon imagination. Et ce monde qui va se manifester à moi, c'est un monde que je vais apprendre à découvrir en étant humble envers lui et en ne cherchant pas à le contrôler. Je le précise parce que la visualisation, quelquefois, ça dépend comment, encore là, c'est toujours une question de définition, mais la visualisation consiste quelquefois à nous vouloir générer quelque chose dans l'imaginaire pour obtenir des résultats. Par exemple, dans une activité sportive, pour se préparer à une activité sportive, on pourrait, par exemple, visualiser qu'on va finaliser, qu'on va terminer grand gagnant d'une course, par exemple. Et on peut le pratiquer en visualisant pour vraiment aider nos performances. C'est quelque chose qui est différent de ce que je vous parle. La clé de l'intuition, c'est vraiment cette capacité que j'ai d'accueillir un monde à l'intérieur de moi et d'accepter que ce monde-là, finalement, est là pour me tendre la main et que je vais discuter avec lui. Et c'est là que je vais être dans une position de témoin pour interagir avec les perceptions qui sont là. Donc, je n'essaie pas de les transformer ou je ne sais quoi. J'accepte au contraire que ce soit présent. Voilà. Donc, quelle différence entre l'hypnose? Mais je pense que vous l'avez compris, c'est que l'hypnose ne reconnaît pas justement cette démarche de faire un travail intuitif sur une autre personne. Et on va le voir aussi à travers les autres éléments que je vais vous présenter, certaines variations, mais c'est certain qu'on doit bien comprendre que l'hypnose provient encore là du chamanisme aussi, okay, quelque part. Donc, quand on parle donc d'être clairvoyant, médium, par exemple, ben, dans les années 19, au début de la découverte de l'inconscient, on a vraiment différencié, on a mis du ménage entre guillemets, entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas.
on a reconnu que les magnétiseurs, que la voyance, la clairvoyance, la médiumnité, c'était quelque chose qui était une classe à part, un peu mystique, un peu mystérieuse, qu'on ne comprenait pas. On a mis ça de côté et on a même dit que ça pouvait même être dangereux de l'utiliser. Et de l'autre côté, on a commencé à reconnaître la vertu de l'inconscient, de la psychanalyse, de l'hypnose, etc. Donc, finalement, c'est une même réalité, je dirais, en quelque part, sauf que c'est une qui a été reconnue par la science et qui a limité les choses, qui a dit ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'être clairvoyant, tu n'as pas le droit d'être médium, c'est pas bien, c'est ésotérique, c'est farfelu, c'est sectaire, je ne sais quoi. Et à quelque part, on a créé une forme de contrôle de l'esprit de cette façon-là, selon moi. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la physique quantique, on est en train de progressivement, et les neurosciences aussi, de révolutionner carrément toute la démarche intuitive parce qu'on commence à comprendre que l'intuition, c'est quelque chose de quelque part qui a toutes ses vertus et toutes ses possibilités. Et dans ce sens-là, la science est en train de nous amener progressivement à cette direction-là. Mais encore là, il faut que l'être humain que nous sommes soit apte, soit prêt à accepter l'idée que, je vais dire ça d'une façon exagérée, là, qu'il y a un Dieu. Je vous dis qu'il y a un Dieu, pourquoi? Parce que cette intelligence qui anime l'univers, qui anime l'être que je suis, qui anime l'être avec lequel je peux être en interaction dans une démarche intuitive, nous amène inévitablement à reconnaître quelque chose de plus grand que soi qui existe. Et c'est quelque chose qui, un jour ou l'autre, l'être humain va devoir accepter justement de reconnaître cette loi de l'univers, ce principe intelligent qui anime toute chose, et que l'on apprenne à collaborer avec lui intelligemment, ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement, bien sûr. Donc, ça, c'était pour le premier volet concernant le développement de l'intuition. S'il y a des questions, évidemment, vous pouvez me revenir. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui avaient été présentées jusqu'à maintenant. Donc, le deuxième volet que j'avais envie de parler, c'est un petit peu d'épigénétique, un petit peu de la mémoire cellulaire. Donc, j'en ai parlé, la mémoire cellulaire, le physicien Pop a vraiment reconnu, il n'est pas juste reconnu, il a développé un appareil qui mesure cette capacité que les cellules ont d'absorber la lumière et de la réémettre. Donc, c'est plus que simplement une théorie dans le cas de ce physicien-là. C'est vraiment quelque chose qui est dans une démarche scientifique et dans lequel on a vraiment démontré hors de tout doute ce qui en était. Sauf évidemment, il y a peu de moyens autour de ces médecines-là, justement. Donc, c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler, même si ça fait quand même un certain nombre d'années que ce physicien-là a mis en évidence cette chose-là. Donc, quand on aborde les mémoires cellulaires, on pense évidemment à ce qui était à des idées, des fake news, que je vais appeler, pour utiliser un terme à la mode, concernant la médecine. C'est-à-dire que pas si longtemps, on disait que, par exemple, on avait un bagage génétique et le bagage génétique ne bougeait plus. C'était comme ça, on héritait d'un bagage génétique, c'était fini. On était jusqu'à la fin de notre vie avec ce bagage génétique-là. Quand on pense à l'ésotérisme, ça me fait penser également au karma. On dit à quelque part, on est avec un karma, puis on est pris avec. Puis, il y a quelque chose de figé dans ça. Dans les deux façons de voir les choses, il y a quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas. La physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Elle nous a enseigné que tout bouge, il n'y a rien qui est figé, justement. Et que ce qui apparaît figé, c'est simplement parce qu'on n'est pas capable de l'observer. On n'est pas capable de voir la transformation qui se fait à travers l'observation que l'on fait. Donc, ce concept de l'épigénétique a amené effectivement à révolutionner en quelque sorte cette vision des gènes, parce qu'ils ont compris à quelque part qu'il était possible, même par la pensée, de faire des changements concernant notre bagage génétique. Alors ça, c'est important de bien le comprendre. Et il y a des recherches qui ont été faites concernant les télomères. Les télomères, c'est des petites structures qui sont autour de l'ADN qui indiquent que lorsqu'on les mesure, ces télomères-là, ce sont des brindilles, on arrive à déterminer la longévité d'une personne. C'est-à-dire qu'ils ont observé que les télomères, quand on les observe, on peut arriver donc, par l'observation, à déterminer la capacité de l'âge d'une personne et on a constaté, encore une fois, qu'on pouvait influencer ces télomères-là. Donc, vous voyez que non seulement le bagage génétique n'est pas figé, mais il peut être transformé. Il y a donc des recherches qui ont été faites aujourd'hui qui démontrent ça. En quelques mois avec les télomères, qu'est-ce qu'on a observé? On a pu donc les modifier, on a pu les allonger. Donc, on a pu augmenter la durée de vie, la longévité de personnes. Et c'était par des pratiques toutes simples que je vais vous nommer ici pour ne pas les oublier, pour vous les indiquer. Il y a manger végétarien, par exemple. Les gens qui ont commencé à manger végétarien ont pu constater des transformations au niveau des télomères. Ne pas fumer. Il y avait également participé à des groupes de soutien et également faire de la gymnastique douce. Alors, vous voyez que c'est quand même intéressant de constater qu'à travers des pratiques toutes simples comme ça que je viens de vous nommer, on a pu amener des transformations au niveau des brindilles concernant les télomères, qui est quand même intéressant.
L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'avec la physique quantique, on a mis beaucoup en évidence que le stress contribuait énormément au vieillissement. C'est-à-dire que moi, dans le moment présent, par exemple, si je suis stressé d'une façon importante, ben aujourd'hui, on peut déterminer avec des appareils, par exemple, et par l'intuition, on peut arriver à le déterminer aussi, ce que moi j'appelle l'entropie, la négantropie. L'entropie, c'est l'usure du corps. Alors, l'usure du corps, on a des visions un petit peu erronées actuellement. Quand on parle de la santé, par exemple, qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, c'est quand on a une absence, finalement, qu'on va voir un médecin, puis le médecin va dire, ben écoute, tu es en santé. Tu es en santé parce que tous les éléments qu'on a observés, tu es dans la moyenne dans tout ça, tu es donc en santé. Par contre, ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que la santé, quelque part, elle est relative. On peut avoir un excellent potentiel santé, c'est-à-dire qu'on peut être en santé d'une façon vraiment, vraiment très importante, c'est-à-dire qu'on a un niveau de vieillissement qui est beaucoup moins élevé que la moyenne. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que moi, on pourrait dire ça comme ceci, dans mon aura, dans mon champ énergétique, j'ai à quelque part un champ énergétique qui est très équilibré, qui est très harmonieux. Pourquoi? Ça veut donc dire que ce champ énergétique-là qui est très harmonieux et qui est très équilibré va favoriser mon potentiel santé. C'est-à-dire que non seulement je ne suis pas malade d'un point de vue médical classique, mais j'ai un potentiel santé qui devient beaucoup plus important parce que justement, mon champ énergétique, à quelque part, est puissant et fort. Donc, mes cellules absorbent et réémettent de la lumière d'une façon équilibrée, d'une façon harmonieuse, indiquant que tous les organes dans mon corps, tous les systèmes dans mon corps ne sont pas dans des états de tension ou de pression ou de dépenses énergétiques inutiles. Ça veut donc dire quelque part que je vais être capable donc de vieillir, de pouvoir finalement vivre longtemps puisque mon corps va vieillir moins rapidement. L'autre terme qui est reconnu aujourd'hui, c'est la négantropie. La négantropie, c'est un terme qui indique justement que le corps, moi je suis en santé, sauf que si dans mon champ énergétique, j'ai plein de perturbations, de déséquilibres, de conflits intérieurs, je suis en santé en apparence. Sauf que si on observe le champ énergétique, je suis en conflit avec mon être, je suis plein de blocages, j'ai plein de blocages dans mon énergie, donc je fonctionne dans un effort permanent, sans que j'en sois conscient, qui va finalement générer à long terme la maladie. Donc, mon niveau de vieillissement est beaucoup plus élevé parce que mon corps prend beaucoup d'énergie pour fonctionner. Alors, vous voyez que cette notion de la santé est révolutionnée, encore une fois, par la compréhension de la physique quantique. Puis, on comprend évidemment que dans une démarche intuitive, quand on observe le champ énergétique d'une personne, son aura, et qu'on voit qu'il y a des conflits dans son énergie, des blocages dans son énergie, on comprend que le niveau d'entropie, d'usure, est beaucoup plus élevé, ce qui veut donc dire que cette personne, on peut facilement déduire que si elle ne fait rien, ben elle va devenir malade par rapport aux perturbations qui sont présentes dans son corps. Donc, on n'est pas en train de faire on n'est pas en train de faire de la divination, on est simplement en train de constater une réalité et cette réalité-là va nous amener inévitablement vers un certain résultat. Donc, vous comprenez ici que ce qui est intéressant en observant un champ énergétique d'une personne, c'est de comprendre que nous, on peut interagir avec ce champ énergétique-là pour le rétablir et la personne qui a ce champ énergétique-là peut aussi changer des conditions de vie qui vont l'amener aussi à faire un changement pour augmenter ce potentiel santé-là. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très important en quelque part que c'est en train de nous amener. Et on comprend évidemment que la lecture intuitive, la lecture de l'aura, nous permet donc d'être capable d'identifier ce potentiel santé chez une personne et d'identifier donc dans le cas où une personne serait dans un état d'entropie, donc d'usure importante, et de l'aider justement pour pouvoir changer la situation. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là. Puis, l'autre chose que j'avais envie de vous parler maintenant, c'est qu'évidemment, dans toute cette démarche-là que je viens de vous nommer, ce que la mémoire cellulaire, c'est que pour moi, évidemment, ce qui se trouve dans les gènes, c'est de l'information. Et cette information se trouve donc dans nos cellules et, selon moi, dans la lecture intuitive, ce qu'on est capable de voir, mais évidemment, ce sont des informations qui vont émaner du champ énergétique d'une personne. Quand je me mets en relation avec quelqu'un, ben, quelque part, il y a donc des informations qui vont se manifester à moi qui reflètent donc de son expérience de vie personnelle, des mémoires provenant de sa famille ou encore des mémoires d'autres vies. Et que tout ça, finalement, ce sont des informations qu'on pourrait qualifier de figées. C'est-à-dire que la personne qui me reflète ça, c'est de la douleur qu'elle me reflète. Elle me reflète des blessures qui sont en elle. Tout comme quand je le fais sur moi, je vais constater que mon corps, les cellules de mon corps vont me transmettre de la souffrance qui sont là. Pourquoi elles me transmettent de la souffrance? C'est pour me dire, Sylvain, je souffre, viens m'aider. Alors, nous, à quelque part, on n'a pas appris à développer cette habileté-là, à reconnaître que notre corps nous parlait.
et on n'a pas appris effectivement à l'entendre, à le soigner. Et je pense que cette idée de la mémoire cellulaire, ben, moi, ce que j'ai beaucoup développé dans ma pratique, c'est ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est de reconnaître que dans une démarche intuitive, la première démarche, c'est de communiquer avec le corps pour arriver à comprendre sa raison d'être, la raison d'être des perturbations qui se manifestent à moi. Et le deuxième élément, c'est la déprogrammation dans laquelle j'apprends à donner au corps tout ce dont il a besoin pour ne plus être dans sa souffrance. Alors, comment fait-on ça pour dire de lui donner tout ce dont on a besoin? Je vous l'ai dit que c'est dans l'imaginaire que ça se passe. Ça veut donc dire quelque part que moi, en tant qu'être humain, je peux donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour pouvoir justement amener les transformations. Et ces transformations-là, bien évidemment, je vais observer quand je lui donne au corps ce qu'il me demande, je vais donc observer ce que mon corps va me montrer comme transformation. Et ce qui est intéressant de découvrir dans tout cela, c'est que les transformations vont me refléter de nouveaux comportements, des nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons d'être que je n'étais pas nécessairement conscient que j'avais développé et qui, là, ils vont s'informer, s'imposer à moi en quelque sorte. Et ça va me donner des indications très claires d'un plan d'action que je pourrais mettre en place pour amener des changements dans ma vie. C'est un peu comme si les cellules de mon corps savaient quelque part les solutions, mais que tant et si longtemps que moi, j'étais figé dans mes expériences de souffrance et de douleur, je ne pouvais pas permettre à l'émergence de nouveaux comportements plus en accord avec moi. Un peu comme si mon corps évolue, mais que moi, parce que je suis là, parce qu'à quelque part, on ne m'a pas enseigné à communiquer avec moi, bien évidemment, je n'entends pas la transformation qui est en train de se faire en moi. Je ne l'entends pas, je la refuse même en quelque sorte, parce que justement, je ne suis pas capable de l'actualiser. Et grâce à cette technique de déprogrammation, qui se combine donc à la lecture intuitive, on peut arriver justement à enlever quelque part ces fameuses énergies figées pour permettre justement d'actualiser les potentiels évolutifs de plus en plus fortement à l'intérieur de soi. Donc, c'est un peu ça, c'était pour la déprogrammation. Donc, évidemment, qui met en évidence, évidemment, cette idée que grâce à la déprogrammation, ben, quelque part, on peut penser qu'on peut avoir des actions au niveau du bagage génétique, au niveau de l'épigénétique, hein, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on comprend que le pouvoir de la pensée peut vraiment amener des transformations dans le bagage génétique. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais vous présenter. Alors, je ne dis pas qu'on transforme le bagage génétique à travers la déprogrammation. Ce que j'observe, par contre, c'est que quand je fais de la déprogrammation sur moi-même ou sur un partenaire, je constate que les informations qui sont présentes se transforment, puis elles me permettent vraiment de mettre en évidence des potentiels évolutifs qui sont en moi, mais que je n'avais pas accès autrement. Donc, c'est ça un peu l'intérêt de la chose. Et pour moi, ça permet justement de libérer ces zones de perturbation qui peuvent être présentes à l'intérieur de soi. Le troisième volet, peut-être que je vais regarder un petit peu les questions qui m'ont été posées. Donc, quels sont les moyens utilisés pour équilibrer les désordres énergétiques? Bien, ça, je vais l'aborder dans un instant. Donc, je vais y revenir. Est-ce que tout le monde peut faire de la déprogrammation à soi-même? C'est sûr que c'est un entraînement. Oui, je dirais que c'est sûr que oui, tout le monde peut le faire, sauf qu'il y a un entraînement pour pouvoir arriver à le faire d'une façon de plus en plus naturelle, parce que c'est sûr que dans toute chose, hein, si on dit, mais moi, je veux devenir intuitif, ben, c'est pas parce que je vais te donner des trucs pour devenir intuitif aujourd'hui que tu vas devenir intuitif tout à l'heure. Tantôt, quelqu'un me disait, est-ce que vous allez me montrer des trucs pour voir l'aura? Je vais vous le dire tout de suite, là, voir l'aura, quelque part, c'est de la fumisterie. Je vais vous dire ça comme ça pour vous faire réagir un peu, parce que quelque part, qu'est-ce que c'est que voir l'aura? Voir l'aura quelque part, moi je vous dirais, c'est plus percevoir. Et je vous dirais quelque part que le plus important pour vous, c'est de ne pas penser à le voir avec vos yeux physiques. C'est le plus important, c'est de le voir avec vos yeux de perception. Puisque les yeux de perception, c'est ça qui nous donne accès à l'univers superlumineux. L'univers superlumineux n'est pas un univers physique. C'est pas l'univers dans lequel on est. C'est un univers quelque part dans lequel on a accès par la voie de l'imaginaire. Donc, si on apprend à faire confiance à ce monde imaginaire, comme je l'ai dit tantôt, ben, quelque part, on arrive à commencer à comprendre, à quelque part, que cet univers-là, super lumineux, est accessible par la voie de l'imaginaire. Et c'est là qu'on commence à comprendre de quelle façon il est possible de développer notre champ de perception. Et percevoir l'aura, quelque part, c'est un détail dans la démarche intuitive, puisque voir l'aura n'est qu'une facette très limitée du champ de perception qu'on peut aller chercher, parce qu'on doit comprendre ici que si on a vraiment développé nos habiletés intuitives, on peut voyager dans cet univers super lumineux-là. Donc, on peut aller voyager dans les mémoires d'autres vies, mémoires ancestrales, notre histoire de vie, nos organes, on peut voyager partout. Donc, si on peut voyager partout, ben, ça veut donc dire quelque part qu'il n'y a pas de limite. Alors, l'aura est une petite facette de toutes ces possibilités. Excusez, j'ai perdu la voix de... Vous m'entendez maintenant, oui? D'accord. Okay. Oui, ça va.
OK, donc ça, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. S'il vous plaît, pouvez-vous reprendre comment élever nos énergies physiques? J'en ai pas parlé. Donc, on va essayer d'aborder le prochain sujet. Je pense qu'on va aborder un petit peu ce sujet-là, Donald. Donc, le troisième volet que j'avais envie de vous parler, c'était donc l'aspect de soins énergétiques, qui est le troisième volet de la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, il y a la lecture intuitive qui relie donc à la communication. Hein, j'insiste là-dessus parce que souvent, on voit des gens qui font des lectures intuitives qui disent des choses. L'important dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est que je vois des choses sur moi-même ou sur un partenaire et ensuite j'inclus la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui permet de donner au corps, dans l'immédiat, ce dont il a besoin. Donc, si je perçois un blocage dans le corps de mon partenaire, par exemple, je ne vais pas m'arrêter au fait que ce soit bloqué. Je vais m'intéresser au fait de comment je vais pouvoir lui donner ce qu'il a besoin pour le débloquer, ce qui va m'amener donc à donner une information à mon partenaire qui est très positive. Parce que je vais lui faire voir, je vais voir qu'il y a un blocage, mais je vais lui proposer une voie de solution dans l'immédiat. Je ne vais pas le garder dans une position où je vais lui dire, t'es bloqué, mais heureusement, je vais te faire un soin pour te débloquer. Non, t'es bloqué, voici, en te donnant ce dont tu as besoin, qu'est-ce que mon corps, ce que ton corps me montre comme chemin pour que tu puisses arriver à être mieux. Donc, on lui donne des éléments qui vont amener à le rendre responsable dans son cheminement de vie. Tout comme quand je le fais sur moi-même. C'est un peu le même concept qui va ressortir. Donc, le troisième volet qui est le soin énergétique, bien, le soin énergétique, encore une fois, des fois, on va dire, ah ben oui, un guérisseur, c'est soit des gens qui ont des dons, il faut passer par des initiations, par toutes sortes de choses comme ça. Et moi, je vous dis tout de suite, le soin énergétique, ça repose sur cette capacité d'être verticale. C'est-à-dire mes deux pieds sur le sol, ma tête vers le ciel, et je fais en sorte que les deux énergies vont se réunir dans mon chakra du cœur. Et de cette façon-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai cherché à faire vibrer mon corps, à faire vibrer la vie en moi de la façon la plus équilibrée possible, de façon à ce que je sois capable de me relier avec la terre et au ciel dans mon cœur. Et de mon chakra du cœur, je vais diriger ma lumière vers mes mains. Et de mes mains, je vais ensuite la distribuer vers un partenaire. C'est ça être un guérisseur, d'accord? Qu'est-ce qui va faire qu'un guérisseur va être meilleur qu'un autre? Ben, certains éléments qui expliquent ça. La première, c'est que je suis un bon canal. Un bon canal, c'est que je ne suis pas bloqué intérieurement. C'est-à-dire que l'énergie circule haut en bas sans problème, sans heurte. C'est-à-dire que je suis capable de me relier à l'énergie de la Terre, je suis capable de me relier à l'énergie du ciel et je suis capable donc finalement de laisser cette lumière qui est en moi, que j'ai emmagasinée par la terre et le ciel, j'ai ensuite capable de la distribuer vers mon partenaire. Et c'est là, quelque part, que quand je vais distribuer cette lumière-là vers mon partenaire, ben, je vais lui donner de la lumière à cette personne-là. Et si cette personne-là a besoin de lumière, ben, il y a de fortes chances que ça lui fasse énormément de bien. Parce que quelque part, cette lumière-là, ben, elle va se répandre dans son corps, puis elle va finalement faire son travail de rétablissement, d'équilibre, pourrait-on dire, pour que notre partenaire ressente un sentiment de détente, de bien-être et puisse amener son potentiel santé, puisse améliorer son potentiel santé de cette façon-là. Donc, là, on me pose la question, est-ce que c'est du Reiki? Ben, à quelque part, il faut savoir, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je m'intéresse beaucoup, moi, toujours à l'histoire des choses. Quand on parle du Reiki, c'est une méthode. Quand on parle du magnétisme, c'est une méthode. Quand on parle de l'imposition des mains, de la guérison de l'âme, il y a plein de façons de faire les soins énergétiques. Il y a plein de méthodes qui sont présentées sous forme de trademark, de marque de commerce, qui vont prévaloir en se disant, ben voici, c'est la méthode, c'est la méthode, c'est la méthode. Si on regarde dans les faits, ce que je viens de vous nommer, ce que je viens de vous présenter, c'est la méthode. La méthode avec le grand M, dans le sens qu'il n'y a pas d'autre méthode que ça. Bien sûr qu'on peut amener plein de variations, plein de connaissances, il y a plein d'éléments qu'on pourrait ajouter à ça. Mais la méthode, dans la simplicité absolue, c'est cette idée que je suis un canal. Puis je dis que c'est une simplicité absolue, mais en même temps, elle n'est pas si simple que ça. Puis ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je vais prendre soin de moi. Si je veux être un guérisseur, je vais donc devoir prendre soin de moi parce que je vais devoir faire attention à ce que je mange, je vais devoir faire attention à mon corps, je vais devoir faire attention à mes émotions, à mes pensées, à ma spiritualité. Je vais donc chercher justement à faire en sorte que cette énergie circule en moi de la façon la plus fluide et harmonieuse. Donc, je vais augmenter mon potentiel santé, donc je vais apprendre à me guérir moi-même. Et à partir de ce moment-là que j'ai fait ça, ben, je vais ensuite, évidemment, simplement être un distributeur de lumière. Et ce distributeur de lumière, de quelle façon qu'il va se faire? Parce que je vais avoir un bon canal. Je vais être un bon canal. C'est ça l'élément privilégié, je dirais, pour devenir un soignant énergéticien. Quelqu'un qui me dit, ah ben non, je n'ai pas besoin de ça, moi, je peux faire ce que je veux parce que tel enseignement m'a donné telle méthode ou quoi que ce soit. Et moi, je n'embarque pas. Je pense que la simplicité, c'est de se rappeler quelque part qu'on est une antenne
Et que l'antenne, pour qu'elle soit bien capable de fonctionner, il faut lui donner les bonnes conditions. Donc, bien nourrir, bien manger, bien penser, vivre bien sainement notre vie, puis être capable, donc, ensuite, de faire circuler cette énergie de la Terre et du ciel dans notre corps. Et l'élément important dans la pleine conscience intuitive concernant, donc, les soins énergétiques, c'est d'être capable, justement, de reconnaître que quand j'envoie de l'énergie dans mon corps, bien, mon corps le reçoit. Vous allez me dire, ben oui, hein, c'est tout à fait logique. Maintenant, si mon corps le reçoit, ça veut donc dire que moi, je vais être très attentif à comment il le reçoit. Comme si j'en envoie sur une personne, cette énergie-là. C'est très important que mon partenaire, je sois attentif à comment elle le reçoit. C'est-à-dire que si j'envoie de la lumière dans son corps, cette personne-là, et que je ne sais pas comment elle l'a reçu, ben quelque part, ça m'apparaît un non-sens. C'est-à-dire que je suis en communication avec la personne, je lui envoie de l'énergie, puis je ne sais pas comment elle le reçoit. Ça veut donc dire que je suis en bris de contact, je suis en bris de communication. Alors, dans la pleine conscience intuitive, on cherche vraiment à mettre en évidence cette idée que quand l'énergie circule dans mon corps, j'observe de quelle façon que cette lumière-là va avoir un impact dans mon corps. Donc, il va y avoir des images, des sensations et des mots que je vais prendre le temps de discuter avec, et je vais prendre le temps de déprogrammer et de soigner de la même façon. Donc, vous voyez que c'est ça un peu la pleine conscience intuitive. C'est la combinaison des trois qui vont faire que je vais être pleinement conscient intuitivement. C'est ça un peu l'idée, être le plus pleinement conscient intuitivement quand je fais un travail sur moi et quand je fais un travail sur un partenaire. Si je prenais 5 personnes du groupe ici pour faire un soin, que j'enverrais de l'énergie à chacune de ces 5 personnes-là, chacune de ces personnes-là recevrait l'énergie que je lui enverrais différemment. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Il y a des gens qui vont recevoir plus facilement l'énergie que d'autres. Il y a des gens qui vont être bloqués dans des régions de leur corps parce qu'ils ont des gros problèmes de santé, je ne sais quoi. Donc, moi, je prends le temps d'observer ces blocages-là, c'est-à-dire d'accompagner l'énergie quand elle pénètre dans le corps de mon partenaire. Ben, je vais être attentif aux réactions visuelles, auditives, sensitives. Je vais donc pouvoir effectivement accompagner le soin par la lecture intuitive, la déprogrammation. Et c'est ça, quelque part, qui va faire qu'on va être capable, justement, de parvenir à un acte beaucoup plus riche. Toi, il y a Denise qui dit c'est un geste d'amour. Tu as totalement raison, c'est un geste d'amour que de soigner. Maintenant, ce geste d'amour, à quelque part, il mérite qu'on aime véritablement. Tu vois, si moi j'envoie de l'énergie à quelqu'un et que je prends le temps d'accompagner cette énergie que je donne à mon partenaire parce que je l'aime, je suis dans un véritable acte d'amour parce que je prends le temps d'accueillir quelque part les réactions qui vont générer l'énergie que je vais lui transmettre. C'est là que je suis dans un acte d'amour véritable. Si j'envoie de l'énergie à quelqu'un sans savoir qu'est-ce qui se passe chez cette personne-là, mais pour moi, c'est un acte d'amour qui est un peu un acte qui n'est pas supporté par l'amour que je devrais lui donner à cette personne-là. Alors, pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est important de bien comprendre. Et puis, évidemment, c'est Régine qui dit, bon, c'est un travail de coopération, tout à fait. C'est au consultant de se réapproprier son propre pouvoir. Bien sûr que c'est l'élément clé dans toute démarche de guérison. Quand je fais un travail sur moi, ben, l'idée, c'est que j'apprenne à me rendre responsable de ma propre vie et que je sois capable de m'accompagner dans ma propre vie avec ces outils-là. Quand je le fais, et quand un thérapeute intuitif fait ça sur une personne, ben, l'objectif, c'est que la personne qu'on l'on soigne ben, développe son autonomie et sa responsabilité pour qu'elle apprenne justement à devenir de plus en plus équilibrée et de plus en plus en harmonie avec elle-même. Donc, ça, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre concernant cela. L'autre chose que je voulais vous dire, que j'ai peut-être oublié, non, c'est bon. Donc, c'est les choses que j'avais envie de vous dire. Donc, c'est les questions, évidemment, c'est toujours le moment de les poser, parce que ça fait à peu près 1 heure que je vous ai préparé. J'ai une petite expérimentation que j'avais envie de vous proposer, qui est très simple, parce qu'évidemment, on va manquer un petit peu de temps pour faire... aller dans la profondeur, hein, donc on va se limiter à quelque chose d'assez simple. Mais ce que j'ai pensé vous proposer, c'est simplement un extrait d'une pratique d'enracinement, donc de vous proposer ce qu'est l'enracinement et de finaliser avec une forme de technique au niveau du cœur qui peut favoriser le développement de l'intuition, quelque chose qui est un petit peu comme un genre de petit échantillon, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps pour aller aborder quelque chose de plus élaboré, plus important. Va-t-il y avoir échange que énergie de la personne visée nous revienne? Y a-t-il avoir échange que énergie de la personne visée nous revienne? Je ne comprends pas très bien ta question, Denise, par rapport à ce que tu dis. Ce que je comprends, c'est que quand on envoie de l'énergie à un partenaire, bien inévitablement, si on est capable d'accompagner l'énergie qu'on donne à notre partenaire, on va être capable donc de comprendre les réactions qui vont se manifester. Il y a des gens, par exemple, on envoie l'énergie dans leur corps, puis ils vont la refuser. Pourquoi?
On va se dire, c'est pas normal, mais c'est tout à fait normal. Quand on a peur de vivre, quand on a peur de la vie, quand on a peur de cette énergie qu'est la vie, on la rejette. Pourquoi? Mais parce qu'on souffre. Si moi, par exemple, quand j'ai eu une certaine époque de ma vie, j'ai eu une grande souffrance parce que j'ai vécu, qu'est-ce qui va être le premier réflexe qui va se développer en moi? Comme j'ai vécu un traumatisme très important parce que j'ai accepté la vie en moi, bien là, maintenant, dorénavant, je vais la rejeter, je vais la refuser. Donc, si quelqu'un m'envoie de l'énergie dans la région où j'étais blessé et qui va me proposer de redevenir vivant dans cette région-là, il y a de fortes chances que mon corps dise non, je ne le veux pas. Donc, c'est là que ça devient important, la lecture intuitive et la déprogrammation pour accompagner notre partenaire, pour l'amener à prendre conscience qu'il y a des appréhensions et des peurs qui sont tout à fait justifiées, mais qui indiquent bien quelque part que quand on parlait tantôt de verticalité, c'est-à-dire que la verticalité repose sur le principe que moi, en tant qu'être humain, je souhaite être vivant et que cette vie qui est en moi, ben, elle peut être inhibée par des zones qui deviennent mortes, entre guillemets, ou qui deviennent blessées, ou qui deviennent quelque part fragilisées par les expériences de la vie. Et ces expériences de la vie font que moi, je ne vais pas être à l'aise à accepter la vie de nouveau en moi. Donc, c'est là que le soignant peut devenir un élément très intéressant pour amener la personne à devenir consciente de ce qui se passe, de déprogrammer, de soigner pour rétablir le flot d'énergie d'une façon plus importante, je dirais. Bon, alors, c'est sûr que, toi, comme Denise disait, bon, est-ce que si on veut de l'énergie à mon partenaire, qu'est-ce qu'il peut me la redonner en échange? C'est-à-dire que si on est dans une position de canal, la position de canal, c'est quoi? C'est la position où je suis relié à la terre et au ciel. Cette position-là fait que je suis un canal. Un canal qui donne de l'énergie à quelqu'un n'est pas en train de perdre de l'énergie, il est en train simplement de faire circuler de l'énergie en lui et cette circulation lui permet de donner de l'énergie à un partenaire. Donc, s'il le fait bien, il ne va pas ressentir la fatigue en le faisant. Donc, la personne qui a reçu le soin ben, va être contente, puis moi, je vais être content parce que je n'aurai pas le sentiment d'avoir été dévitalisé par le fait d'avoir donné l'énergie à la personne. Une chose qui est très importante, et ça, c'est observé fréquemment, c'est que lorsqu'on fait ça à des gens très, très malades, la pratique de l'enracinement doit être très, très, très importante parce que les gens qui sont très malades sont dans une demande. Et quand ils sont dans une demande, ben c'est là qu'effectivement qu'ils peuvent nous bouffer véritablement. Donc, c'est important, évidemment, de bien cerner, de bien être attentif à ça lorsqu'on veut soigner une personne qui est en demande et qui est dans un grand besoin. C'est là qu'effectivement, on a à se préparer d'une façon plus efficace, là, à bien s'assurer que l'enracinement a été bien conçu à ce moment-là. Comment créer autour de son partenaire une mouvance lui permettant de me communiquer sa lumière de guérison? Je ne comprends pas la question, Gilliane. Peut-être que tu peux me la présenter autrement. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Je n'arrive pas à me connecter au chat. C'est Linda. Oui, allez-y, allez-y. Tu as parlé donc d'intuition pour, par exemple, les vies antérieures, les ancêtres, etc., etc. Est-ce qu'on peut aller dans le futur ou bien est-ce que le futur se crée maintenant? Point barre. Est-ce que l'intuition peut nous donner des informations du futur ou c'est douter de moi-même de créer mon futur? Ben, c'est une bonne question, puis j'aimerais que tu m'en parles, puis j'ai oublié d'en parler aussi, donc c'est bien que tu précises ça. Pour moi, le futur, c'est le potentiel futur. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai des valises que je traîne avec moi. Ces valises-là, c'est quoi? C'est mon histoire de vie que j'ai comme interprétée, que j'ai compris. C'est des blessures, des rigidités qui se sont forgées en moi. Mon histoire familiale, qui a des fois des vécus, des grosses charges émotionnelles qu'on puisse vivre dans mon histoire familiale, qui peuvent aussi m'affecter en tant qu'être humain. Et puis, il y a des résonances avec des mémoires d'autres vies que je peux effectuer, qui sont reliées donc à des blessures émotionnelles que je n'ai pas été capable de gérer moi-même. Et parce que je ne suis pas capable de les gérer, ben, ça va finalement raisonner avec des mémoires d'autres vies qui vont amplifier le processus. Et tout ça, ça fait pourquoi? Mais ça fait dans un objectif que moi, en tant qu'être humain, je dois apprendre à me réunifier à mon énergie vitale. C'est-à-dire que je dois apprendre à retrouver quelque part mon unité. Et le potentiel futur va être déterminé justement par cette capacité que j'ai de pouvoir me réunifier à moi-même. C'est-à-dire que plus je suis dans une position d'unité avec moi-même et en état d'harmonie, de paix, plus mon potentiel futur va être en alignement avec l'expression la plus positive, la plus évoluée de ma personne. Plus je suis dans une position où je suis identifié à des blessures, à des éléments figés qui sont en moi, moins je vais être capable d'avoir un futur élargi. Je vais être simplement en train de répéter les mêmes erreurs. Si j'ai vécu l'abandon depuis que je suis jeune enfant,
je pourrais très bien construire un futur dans lequel je revive l'abandon jusqu'à la fin de mes jours. Tant et son temps que je ne serai pas en mesure de développer cette forme de résonance dans mes neurones qui vont m'amener à développer une compréhension de la raison d'être de l'expérience de l'abandon et d'arriver justement à commencer à me rendre compte que c'est pas ce que je veux, puis commencer à me rendre réceptif à des potentiels évolutifs qui sont en moi, qui vont me donner l'opportunité d'envisager un potentiel futur supérieur. Moi, j'ai fait beaucoup de lectures intuitives à un moment donné, de voyance, entre guillemets, dans lesquelles on parlait beaucoup du futur. Et puis, une des choses que j'ai vraiment compris à travers cette démarche-là, c'est que une personne, à quelque part, hein, ça rejoint un peu avec cette notion de l'épigénétique, hein, c'est-à-dire que si on est convaincu de quelque chose et qu'on est figé, notre organisme n'est pas conçu pour s'adapter à la réalité, n'est pas conçu pour créer une réalité non plus, parce qu'il est convaincu, lui, que sa vie est figée d'une certaine façon. Donc, notre potentiel futur demeure finalement limitatif. Alors, plus on cherche à rétablir notre champ énergétique, plus on cherche à redonner vie à notre corps, plus on permet à notre corps d'avoir une vision plus ouverte vers le futur et où les possibilités justement de grandir, puis d'évoluer, puis de progresser deviennent beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes à ce moment-là. Donc, c'est ça un peu que je répondrais à la question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est ça un peu ma réponse. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est bien. Donc, il y a Gilliane qui me dit comment créer autour de son partenaire un environnement lui permettant de me communiquer sa lumière de guérison. C'est une drôle de question, je te l'avoue très franchement. C'est pour ça que je t'avais demandé de répondre, mais je vais répondre simplement ceci par rapport à ça. Moi, je suis un être humain. Cet être humain-là, je m'enracine. Je me relie à la terre, je me relie à l'énergie du ciel. Parce que je suis ça, je suis un accumulateur de lumière. Un accumulateur de lumière que je peux préserver pour moi, me disant, mais tiens, je suis plein de lumière, puis je me sens bien, ça m'enrichit. OK? Maintenant, cet être de lumière qui s'est accumulé de la lumière peut choisir, lui, parce qu'il en a envie, hein, de mettre ses mains sur quelqu'un à côté de lui et il va pouvoir partager sa lumière. Le simple fait qu'il soit gorgé de lumière va dégager en lui une certaine énergie. Et cette énergie-là, quelque part, va se déployer sur les gens autour de lui. Donc, ça aussi, ça va jouer également. On sait qu'avec la cohérence cardiaque, par exemple, que les gens qui pratiquent la cohérence cardiaque, qu'on va un petit peu expérimenter dans l'exercice que je vais vous proposer, on sait que la cohérence cardiaque contribue à avoir un impact sur les autres. C'est-à-dire que si moi, je suis en état de cohérence cardiaque, ils ont observé que d'autres êtres humains qui étaient autour de cette personne-là allaient développer naturellement un état de cohérence cardiaque d'une façon un peu instinctive parce qu'ils vont percevoir à travers leurs outils perceptifs que cette personne-là est dans un état de cohérence et ils vont chercher à le reproduire. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait voir ça comme ceci. Faut-il absolument être en extérieur pour absorber la lumière? Absolument pas. Je pense qu'évidemment, c'est certain que la santé, c'est être dehors quand même, il faut bien le reconnaître, c'est une réalité. Maintenant, on n'est pas besoin d'être dehors pour être capable d'absorber la lumière. Bien sûr que non. Tout comme l'enracinement, on peut très bien s'enraciner en étant au 25e étage d'un immeuble. Pourquoi? Mais parce que c'est de l'énergie dont on parle. C'est de l'énergie électromagnétique. On n'est pas en train, c'est un peu comme le téléphone cellulaire qui me permet de téléphoner à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé on n'est plus dans cette ère où la matière prenait tout le dessus. On est dans une ère où l'énergie électromagnétique, les ondes, prennent beaucoup plus d'importance. Et dans ce sens-là, on est un être d'onde. Donc, on peut vraiment apprendre à l'utiliser d'une façon beaucoup plus efficace. Le canal de communication énergétique avec son partenaire peut-il être altéré par des relations autour de nous? Bien oui, dans la mesure qu'une personne, quelque part, qui n'est pas en alignement avec elle-même, va être, et c'est là que c'est nous dont il s'agit, hein, c'est pas altéré par des relations autour de nous. Ça, c'est la victime qui parle quand on parle comme ça. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis altéré parce qu'une personne autour de moi m'affecte. Mais pourquoi elle t'affecte? Mais parce que je lui donne le pouvoir de m'affecter. Donc, c'est moi qui est le responsable et ce n'est pas l'autre personne. Je veux juste la rectifier à ce moment-là pour bien comprendre que la responsabilité, c'est que moi, je fais le choix d'être avec quelqu'un qui m'affecte. Et si ça m'affecte, c'est ma responsabilité. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais pour ne plus être affecté par cette personne-là? C'est un choix que l'on doit faire à ce moment-là. OK, donc, si vous voulez bien, on va faire la petite expérimentation, si ça vous dit. Alors, je revenais un petit peu sur la théorie après l'avoir expérimenté. C'est très simple, comme je vous le disais. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher, se détendre. Et puis, vous allez fermer les yeux.
Et en fermant les yeux, vous allez porter votre attention à l'intérieur de votre corps. Il est possible que vous puissiez voir, entendre ou ressentir des mouvements de vie qui s'expriment à l'intérieur de celui-ci. Puis tout doucement, ces mouvements de vie que vous allez voir, entendre ou ressentir vont vous amener naturellement à porter votre attention vers vos deux pieds, comme si vous constatiez que le sol frappait à la porte et vous invitait à vous relier à sa présence, à son énergie tellurique provenant de la planète. C'est alors que vous allez créer des racines sous la plante de vos pieds qui vont descendre dans la terre afin que la terre et vous puissiez communiquer, que vous puissiez ressentir, voir et entendre la présence de cette énergie de la terre qui va tout doucement et naturellement et avec beaucoup de générosité se propager à travers vos deux pieds. Et vous cherchez ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien cette énergie de la terre se propage dans vos talons, sous la plante de vos pieds et dans vos orteils. Et vous cherchez ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre comment cette énergie de la terre peut se propager encore plus fortement dans vos talons, dans la plante de vos pieds et dans vos orteils. Et vous cherchez à l'aide de votre imaginaire, de votre attention, de propager cette énergie de la terre plus fortement dans vos deux pieds, de façon à ce que vous puissiez vraiment ressentir, voir et entendre la présence de vos deux pieds s'alourdir, comme si vos deux pieds étaient en train de marquer le sol de plus en plus fortement et toujours de plus en plus fortement, comme si l'énergie de la Terre vous invitait à vous incarner dans la planète Terre, dans le monde concret et tangible. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens par ma capacité justement à marquer le sol, à déplacer mon corps pour aller chercher ce qu'il veut à travers l'action terrestre et manifestée sur Terre. Et cette énergie de la Terre, donc, se propage dans nos deux pieds, nous aide véritablement à bien cerner ce pouvoir que nous avons tous à tout instant et à tout moment dans notre vie, de nous assumer dans le monde terrestre afin de bien comprendre à tous et chacun que nous existons bel et bien. Puis on va chercher ensuite à ressentir, voir et entendre cette énergie de la Terre qui va poursuivre sa remontée dans nos chevilles, dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses et dans nos hanches. Et on cherche ici à accompagner cette énergie de la Terre qui est toujours très généreuse et qui se propage très, très généreusement dans nos chevilles, dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses et dans nos hanches. Et on cherche à accompagner cette énergie de la Terre afin qu'elle se propage le plus librement possible dans nos chevilles, dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses et dans nos hanches, de façon à ce que la présence de cette énergie de la Terre dans nos deux jambes nous permet de ressentir, de voir et d'entendre ce désir que nous avons de nous tenir debout. Non seulement nous marquons le sol, mais nous pouvons aussi nous tenir debout. Tenir debout signifie de nous assumer. Assumer quelque part ce dont j'ai besoin, moi, pour être fier de moi, pour me sentir en accord avec moi, pour constater que quand je décide de faire des pas, je fais des pas qui sont en accord avec la réalité qui est en moi. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien cette énergie de la Terre circule dans mes deux pieds et dans mes deux jambes afin de vraiment ressentir cette forme d'alignement qui prend forme en moi, cette capacité de constater que j'ai un pouvoir sur le monde terrestre. Et ce pouvoir me fait énormément de bien, car il me rappelle que j'ai la capacité de faire valoir mon existence sur Terre par cette capacité, donc, de me tenir debout et de marquer le sol. Cette énergie de la Terre va poursuivre sa remontée maintenant au niveau du chakra racine, le bassin. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien l'énergie de la Terre va circuler dans toute la région de mon bassin, comme si elle m'apportait tout doucement une très grande sécurité. Comme si l'énergie de la Terre était comme une mère maternelle
qui venait me bercer dans ses bras pour me sécuriser, me réconforter, me donner tout ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Et je cherchais à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien cette énergie de la Terre est créative et combien elle est en mesure de me sécuriser de toutes les façons, quelle que soit la manière dont j'ai besoin. Elle m'apporte ce dont j'ai besoin. Et je le ressens, je le vois et je l'entends. Et je sens que cette énergie de la Terre circule de plus en plus abondamment dans toute la région de mes pieds, de mes jambes et de mon chakra racine. Cela me permet de ressentir une plus grande relaxation, un plus grand relâchement, une plus grande détente. L'énergie de la Terre peut circuler en moi plus abondamment, me permettant d'expérimenter un énorme sentiment de sécurité qui me fait énormément de bien, car cela me donne de la nourriture intérieure, comme je sentais qu'une vitalité prenait forme de plus en plus fortement en moi, comme je constatais que ma banque d'énergie devenait de plus en plus importante, de plus en plus riche. Ce qui m'amène à ressentir, voir et entendre cette énergie de la Terre qui va poursuivre sa remontée au niveau de mon chakra sacré, au niveau de mon ventre. Et j'ai cherché à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui circule dans toute cette région, créant une détente, une relaxation, un relâchement, dans cette capacité que j'ai de m'accepter. Comme si cette énergie de la Terre se présentait à moi avec le désir, justement, de me prendre dans ses bras et de me faire comprendre qu'elle m'accepte complètement et totalement. Je peux avoir des qualités, je peux avoir des défauts, je peux avoir une certaine façon de fonctionner, une certaine façon d'agir, une certaine façon d'être. Et j'apprends à m'accepter, car cette énergie de la Terre est pleine d'amour et elle m'accepte totalement et complètement. Quel que soit ce que je suis, l'énergie de la Terre est là pour me prendre dans ses bras et me dire qu'elle m'accepte complètement et totalement. Cet acte d'amour, je peux le ressentir, le voir et l'entendre à l'intérieur de mon chakra sacré, de mon ventre, comme une position où je peux vraiment accueillir avec authenticité ce que je suis. Et cette authenticité me permet de ressentir, voir et entendre l'énergie de la Terre se propager encore plus abondamment dans toute la région de mon chakra sacré, me permettant encore une fois d'expérimenter l'énergie de la Terre de plus en plus abondante et de plus en plus rayonnante, dans lequel je peux ressentir, voir et entendre sa présence tout doucement vers mon plexus solaire, le chakra solaire, et je cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien cette énergie de la Terre se propage dans toute la région de mon chakra solaire, me mettant en contact avec ce désir que j'ai de m'affirmer, de développer mon pouvoir, de développer ma puissance. Nous avons tous des compétences, des qualités, des forces qui sont en nous, que nous n'avons pas toujours osé assumer, incarner. Et cette énergie de la Terre qui se propage dans mon plexus solaire invite ce potentiel énergétique qui est en moi de s'incarner dans ma vie dès maintenant. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien cette énergie de la Terre se propage dans toute la région de mon chakra solaire, m'amenant justement à découvrir ce grand potentiel qui est en moi, ce grand potentiel d'affirmation que je reconnais et qui me fait sourire car je suis fier de lui en fait, mais que je n'ai peut-être jamais osé lui donner sa pleine expression. Et que l'énergie de la Terre m'invite donc à accueillir cette puissance et cette force qui est en moi, afin de développer cette forme de fierté en moi, pour être en mesure d'être de plus en plus en accord avec la grandeur de qui je suis. L'énergie de la Terre va poursuivre sa remontée maintenant jusqu'au chakra du cœur. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui circule dans mon chakra du cœur. Et l'énergie de la Terre se présente comme une énergie pleine d'amour qui m'invite justement à accueillir ce désir que j'ai de laisser des traces sur le sol, de me tenir debout, de développer une sécurité, de développer des besoins affectifs en harmonie avec qui je suis, de les accepter, de les aimer, de me donner l'opportunité de développer mon pouvoir, ma force, ma puissance. Et tout ça, l'énergie de la Terre qui se propage dans mon cœur, me permet donc d'accueillir tout cela, de l'aimer, de me réunifier à ce que je suis au plus profond de mon être. Nous sommes tous nés un jour sur Terre
sans que nous ayons choisi d'être ce que nous sommes. Nous avons grandi en découvrant qui nous étions. Et aujourd'hui, cet ange de la terre, se manifestant dans mon cœur, m'invite justement à dire haut et fort que je m'accepte complètement et totalement tel que je suis. Bien sûr, je ne suis pas parfait, mais dans cet acte d'amour que je manifeste à mon égard, je me reconnais le droit de devenir de mieux en mieux, d'évoluer, de progresser, de cheminer, de me tendre la main pour cela, afin que cet ange de la terre puisse circuler le plus librement possible de mes pieds jusque dans mon cœur et de mon cœur jusque dans mes pieds. Dans un mouvement de va-et-vient, je peux ressentir, voir et entendre cet enracinement prendre forme de plus en plus fortement et toujours de plus en plus fortement, au point que je suis de plus en plus ancré dans le sol, de plus en plus ancré dans la matière, et que je deviens un attracteur, capable de faire venir à lui l'énergie du ciel, provenant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. C'est alors que je vais porter mon attention vers le ciel, que je vais reconnaître que mon véhicule imaginaire me permet de me rendre réceptif aux étoiles, aux planètes, au soleil. C'est alors que je vais ressentir, voir et entendre une lumière très, très lumineuse et très rayonnante qui va descendre sur tout mon corps. Cette lumière vient embrasser la totalité de qui je suis. Cette lumière me fait comprendre que je fais partie du grand tout. Et cela me fait du bien de le constater. Cela me donne le sentiment de faire partie d'une grande famille, d'une très, très grande famille. Et cette grande famille m'apporte un sentiment de confort, de sécurité, de bien-être, car cette lumière me nourrit toutes les cellules de mon corps, me permettant de ressentir, de voir et d'entendre la connexion très étroite que j'ai avec une force plus grande que la mienne, une énergie divine, une énergie spirituelle, quelque chose qui est très grand, qui est très harmonieux. Et je cherche à ressentir, voir et entendre cette présence de lumière qui se répand dans mon chakra couronne, le sommet de la tête. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette lumière qui se répand dans le sommet de ma tête, afin de me faire comprendre que je suis en collaboration avec une énergie qui me dirige, qui m'oriente et avec laquelle j'apprends à reconnaître sa grandeur, à reconnaître à quelque part ce qu'elle me demande d'être et à l'exprimer, ce que moi je suis prêt à faire aussi, comme si j'apprenais vraiment à faire équipe avec cette énergie, afin que je devienne conscient que j'ai une mission à faire sur la Terre, une mission de vie. Et j'apprends donc tout doucement, avec humilité, à faire ce qui doit être fait, tout simplement. Et je ressens donc cette lumière très, très intense et très rayonnante et très lumineuse se manifester dans tout le sommet de la tête et descendre progressivement dans mon chakra frontal. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette lumière qui vient éveiller mon hémisphère droit et gauche, mon hémisphère rationnel et mon hémisphère intuitif. Et cette lumière crée une forme de synchronisation des deux hémisphères cérébraux, comme si l'hémisphère droit et le gauche communiquaient l'un avec l'autre. Je n'étais pas seulement intuitif, je n'étais pas seulement rationnel, j'étais en mesure de communiquer mes intuitions à mon rationnel et mon rationnel est en mesure de communiquer avec mon intuition également. Comme je constatais que je développais une position de témoin, une position des témoins qui est capable justement de capter des intuitions tout en étant capable de les expliquer, de les comprendre. Je deviens un sage riche de connaissances, capable vraiment de s'ouvrir à la vie et de comprendre que l'univers est là, présent, à tout moment et à tout instant. Et que quand je suis capable de regarder la vie avec ses yeux de sagesse, je suis conscient que la vie est plus grande que tout et que je dois simplement maintenant collaborer avec elle. Je sens que cette lumière se propage dans mes yeux, dans mon nez, dans ma bouche, dans mes oreilles, sur la peau de mon visage, venant stimuler chacun de mes sens, venant me rappeler que chacun de ces sens, lorsqu'ils sont éveillés, enrichit ma capacité à communiquer avec cet univers. Je deviens de plus en plus conscient de la sagesse et de l'intelligence qui anime mon être, mais qui anime aussi cet univers. Je cherche à ressentir, bien voir, bien entendre cette lumière descendre dans ma gorge, afin que cette gorge puisse être animée par de la lumière qui rayonne très intensément dans celle-ci, afin de me faire comprendre que le pouvoir de la parole, c'est la parole qui soigne et qui guérit.
chacune des paroles que je peux exprimer peut être vibratoire, peut être vivante, peut être soignante et guérisseuse. Peut-être que je dois apprendre simplement à en devenir conscient, à reconnaître que cette lumière, lorsqu'elle est présente, elle devient un cadeau, elle devient un objet de guérison, de soin que je peux m'apporter à moi-même, tout comme je peux apporter à mon entourage. Et que plus je porte cette lumière en moi, et plus les paroles sont d'or, plus les paroles savent dire l'essentiel. On cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie du ciel qui va descendre jusqu'au chakra du cœur, là où se trouve déjà l'énergie de la terre en quantité importante. Et on va chercher donc à ressentir, voir et entendre la présence de la terre et du ciel se mélanger l'une dans l'autre dans mon chakra du cœur, qui va créer comme un genre de soleil rayonnant lumineux dans celui-ci. Et ce soleil rayonnant lumineux va se déployer d'une façon de plus en plus importante à mesure que je vais inspirer l'énergie de la terre et expirer l'énergie du ciel. Je le fais à quelques reprises, ces inspirations et expirations, afin que la terre et le ciel se propagent encore plus fortement dans mon cœur et que ce soleil rayonnant lumineux devienne de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux, de façon à ce que ce soleil et cette lumière se propagent dans toutes les cellules de mon corps et que je sente que je devienne ce soleil rayonnant et lumineux et que cette lumière enrichit tout mon être, me rend de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre dans toute ma personne. Et je ressens alors le besoin, si vous le souhaitez, de mettre un thème qui viendrait à vous naturellement, quel que soit le thème que vous souhaitez. Vous allez simplement le déposer sur votre cœur. Mettons le thème de l'abandon, par exemple, pour donner un exemple, un thème sur lequel vous aimeriez avoir des informations, des compréhensions. Et vous allez simplement donc respirer dans votre cœur, comme si votre cœur avait des narines, et vous allez inspirer et expirer à travers votre cœur, de façon à ce que ces inspires, ces expires vont se manifester sur le thème que vous avez choisi de faire le travail. J'inspire et j'expire dans mon cœur, comme si j'ouvrais mon chakra du cœur à mesure que j'inspirais et que j'expirais, et que le thème émotionnel sur lequel j'ai choisi de faire l'écoute, je vais simplement être attentif aux images, aux sensations, aux mots qui pourraient se manifester tout au long de cet exercice. On va prendre 2 minutes pour simplement expérimenter ce qui se passe pendant qu'on inspire et expire dans notre cœur, dans le thème qu'on a choisi. Et au besoin, si vous en ressentez le besoin, vous pourriez identifier peut-être également un plan d'action qui pourrait
être fait dans les prochaines heures, les prochains jours, qui pourraient vous guider si jamais vous avez eu des informations qui vous indiquent une proposition de solution. Vous pouvez mettre en place donc un plan d'action que vous pouvez appliquer dans les prochaines heures, les prochains jours pour soutenir ce que vous avez pu observer dans cet exercice. Si cela n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous avez pris le temps d'inspirer et d'expirer dans votre chakra du cœur afin de l'ouvrir, afin de vous rendre de plus en plus réceptif à cet espace, de favoriser une cohérence cardiaque entre votre cœur et votre cerveau, de vous permettre justement d'être davantage présent dans l'instantanéité du moment présent avec vous-même et avec ce qui anime votre être, ce qui est déjà beaucoup. Quand vous allez être prêt pour terminer, vous allez simplement vous remercier la présence intuitive qui peut être présente tout au long de l'exercice. Et quand vous serez prêt, vous pourrez prendre une bonne inspiration et doucement revenir à vous. OK, alors donc si vous avez le désir de me faire part de votre... Bon, je vois des petits commentaires déjà qui sont là, donc merci beaucoup, formidable. Oui, merci, c'est profond ce voyage, j'ai sommeil, c'est un beau voyage, merci. Merci Sylvain, c'était simplement divin, merci beaucoup, très beau voyage. Alors évidemment, c'était une petite expérimentation, évidemment, on ne s'est pas lancé dans des grandes choses, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire quand même par rapport à ça, c'est qu'on a expérimenté l'enracinement, qui est une technique de préparation à la démarche intuitive et une démarche de préparation à la guérison. Donc la pratique d'enracinement, c'est ça. Donc ça, c'est une première chose. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a un petit peu travaillé sur la respiration, très peu. Mais quand même, je vais vous indiquer que les techniques de pranayama sont des techniques très puissantes dans la respiration qui sont très préparatoires à la méditation. Et évidemment, ce qui a découlé du pranayama, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, bien évidemment, ce qu'on vient de faire dans la respiration qu'on a fait au niveau du cœur, c'est une façon de développer la cohérence cardiaque. Il y a d'autres façons qui sont liées donc, à un rythme respiratoire et qui s'inspirent donc du pranayama. Et ceux qui sont intéressés à aller un peu plus loin dans la cohérence cardiaque bien, peuvent évidemment donc, bénéficier de la conférence de la semaine prochaine puisqu'on va aborder davantage la notion de la cohérence cardiaque. On va en parler un petit peu plus parce que c'est un thème intéressant, mais toujours évidemment en comprenant évidemment que la cohérence cardiaque, évidemment, bon, c'est une façon donc de favoriser un meilleur état d'harmonie entre notre cœur et notre cerveau. Et dans cet état d'harmonie, on est plus dans le moment présent et on est plus réceptif justement à faire confiance au processus intuitif aussi. Donc, c'est là que ça devient intéressant de pouvoir le faire. Donc, le pranayama, c'est une technique de yogi respiratoire, en fin de compte, qui sont beaucoup utilisées pour justement préparer la méditation. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, ça vaut la peine de l'expérimenter. La cohérence cardiaque, bien évidemment, découle un petit peu du pranayama, donc c'est dans ce sens-là que je voulais vous présenter cela. Donc, tout le monde a l'air assez content pour cette première petite méditation. Évidemment, c'était très simple, mais en même temps, bon, ça vous a permis un petit peu d'explorer la chose plus concrètement. Donc, bon, je vous remercie pour les bons compliments. Alors maintenant, si vous avez des questions, ce serait le moment, puisqu'on va terminer bientôt la conférence. Comme vous savez, vous avez une conférence la semaine prochaine également qui va être sur les neurosciences et l'éveil. On va plus focusser donc sur l'aspect des neurosciences, mais également donc qu'est-ce que c'est que l'éveil, un petit peu travailler là-dessus, toujours avec le point de vue de l'intuitif aussi, bien évidemment, puisque on en est, dans mon cas, moi, j'ai inclus toujours un peu l'aspect intuitif, puisque c'est un thème qui, pour moi, amène énormément d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'est l'éveil aussi. Donc, Christian qui me dit merci beaucoup, ça me fait du bien, donc tant mieux. Je suis content que vous aviez apprécié ce petit exercice. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine officiellement ce petit entretien? Il y a Hilda qui me fait un signe de la main. Je ne sais pas si c'est une question qu'elle a posée. Ce n'était pas une question, c'était juste pour dire que c'était extrêmement puissant par rapport justement à l'abandon, que j'ai vraiment pris conscience très profondément que je pouvais m'en libérer enfin
Est-ce que c'est pas un abandon seulement de ma famille? Ce que tu avais expliqué d'ailleurs au début, que ça peut être attaché au monde, mais c'est aussi, pour moi, c'était à mon avis aussi l'abandon à la naissance, quoi, du un. Et retrouver l'unité, je trouve ça extrêmement important, mais je n'avais qu'une notion mentale. Donc maintenant, j'ai expérimenté ta méditation avec énormément de puissance et je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Tu fais référence à lâcher prise, hein, à faire. Et puis, dans ce sens-là, la démarche intuitive, c'est ça aussi. Quand on explore l'intuition, on est obligé de lâcher prise parce que l'intuition, pour qu'on accepte que l'intuition nous parle, il faut accepter quelque part que l'intuition est en soi une forme d'entité psychique, intelligente. Et c'est dans ce sens-là, quelque part, que quand on accepte ça, on accepte donc de lâcher prise parce qu'on n'est plus dans notre propre contrôle. On est dans un processus d'acceptation que quelque chose est avec nous, un ami sincère en plus, qui lui peut nous accompagner tout au long de notre démarche, et c'est ça l'intuition. Et c'est ça, quelque part, qui est le parcours, justement, et dans ce sens-là, le lâcher prise est une démarche essentielle dans cette démarche-là. Il y a également donc une petite question que j'ai vu passer, que je vais revenir avant qu'on termine officiellement la chose. Y a-t-il une différence entre enracinement et ancrage? Ben, quelque part, on tombe dans les mots hein, quand on pose une question comme ça, c'est ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? Enracinement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'enracinement, quelque part, pour moi, c'est cette capacité que j'ai de m'accompagner dans ma capacité à me relier à la terre et au ciel. Ça, c'est un terme important. M'accompagner. Ça veut dire quoi? Quand je m'enracine, je peux très bien m'enraciner, comme j'ai déjà vu des gens le faire en disant « Ah ben moi, ça prend 3 secondes de m'enraciner. » Je fais la demande, puis je suis enraciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne m'accompagne pas. Je suis un peu comme convaincu que c'est une forme de pensée magique. Il suffit simplement que je me connecte avec l'énergie de la Terre pour qu'elle me connecte directement. Et ça, c'est là qu'on oublie quelque part quelque chose d'important, c'est que moi, m'accompagner, ça veut dire quoi? C'est de prendre le temps de constater que cette énergie de la Terre, comment elle est reçue par mes pieds, comment elle est reçue par mes chevilles, par mes mollets, ainsi de suite. J'accompagne, et c'est ça, là, quelque part, qui est la clé pour moi de la démarche intuitive, c'est quand on commence à devenir conscient que quand on fait une action énergétique, cette action énergétique produit une réaction dans mon corps, produit une réaction dans le corps de mon partenaire aussi, si je le fais sur un partenaire. Donc, c'est ça, quelque part, qui est une clé pour moi dans l'apprentissage de l'intuition, c'est de ne jamais négliger la matière. La matière, c'est le corps fait de chair et d'os que je suis, qui est un corps d'ancrage et dans lequel, évidemment, il y a des obstructions qui sont possibles. Et c'est à travers ce voyage-là qu'on apprend à augmenter beaucoup notre démarche intuitive. Voici donc notre question. Sandra qui me dit, j'ai parfois des informations qui me viennent. Est-ce mon intuition ou est-ce que ça vient de l'extérieur, type guide ou autre? Bon, Sandra, quelque part, c'est une question intéressante que tu poses qui dit quelque chose qui est assez intéressant. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Alors, j'espérais avoir répondu à la question aujourd'hui. Je suis un peu déçu d'avoir une question comme celle-là. C'est une blague, là. Mais l'intuition, qu'est-ce que c'est? L'intuition, finalement, c'est cette capacité que j'ai d'être clairvoyant, clairaudient, clairsentient, médium, channeling, par exemple. Toutes les options. Alors, quand on me dit, est-ce que ça vient de l'extérieur, type guide, mais en quoi le guide vient de l'extérieur? Le guide, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de me rendre réceptif à la présence d'un guide à côté de moi. Est-ce que ça veut dire que le guide n'est pas d'intuition? Ben non. Le guide est une autre expression d'intuition, puisqu'elle se manifeste à moi sous une autre forme. C'est-à-dire que l'intuition se manifeste à travers donc des voix que je peux entendre. Ça peut être par des sensations, ça peut être par des visions d'informations, de mémoire que je peux capter, mais ça peut être également par des guides qui peuvent se manifester à moi. C'est le même processus et c'est simplement dans un apprentissage. Moi, dans l'enseignement que je propose, c'est un apprentissage qui nous amène à comprendre, à inclure tout ça dans la même démarche, parce qu'il n'y a pas de différence entre ces choses-là. Et souvent, malheureusement, les médiums ont tendance à différencier leur façon de faire avec la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, alors que c'est le même processus, tout simplement. C'est juste un point de vue différent, tout simplement, qui doit être fait. Donc, moi, je te dirais quelque part que c'est ton intuition, mais ton intuition, quelque part, touche tous ces domaines-là. Donc, il faut simplement apprendre à jouer avec l'intuition, puis pas surtout se laisser prendre par le concept du guide. Le guide, c'est une expression de ce qui pourrait être une intuition. Alors, le guide, quand il se présente à moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est de questionner le guide. C'est qui toi? C'est qui toi?
en quoi tu es là et qu'est-ce que tu peux m'apporter. On doit questionner le guide de la même façon que n'importe quelle énergie subtile qu'on va rencontrer. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer le discernement. Parce que sinon, si on fait confiance aveuglément à tout ce qui se manifeste en soi parce que sur son fond, c'est marqué guide, on risque finalement de ne pas développer notre intuition. On doit développer cette rigueur, je dirais. C'est ça qui est pour moi bien important pour arriver à développer une bonne intuition. Il y a également une dernière question. Oui, je fais encore des consultations. C'est quelque chose qui existe toujours. Beaucoup de confirmation pour moi dans ce que j'expérimente. Tant mieux, Marie-Claude. Ça me fait plaisir de l'entendre, hein, parce que ce n'est pas étranger. On est tous dans le même bain, on est tous humains, donc c'est normal qu'on vive un peu les mêmes choses à ce niveau-là. Un outil pour ne pas prendre les problèmes des autres. L'enracinement, ma chère Christiane. L'enracinement est justement cette position de verticalité. Qu'est-ce qui fait que tu prends les problèmes des autres? C'est que tu es sensible à l'autre. Et si tu es sensible à l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens horizontal. C'est-à-dire que tu deviens trop attentive à l'autre. Et l'autre prend du pouvoir sur toi. Si tu es dans une position de verticalité, qu'est-ce qui se passe? La verticalité fait que la personne ne pourra pas venir elle va te solliciter. Mais si tu es dans ta position de verticalité, tu vas simplement lui rappeler que toi, tu es toi, puis qu'elle est elle, puis que oui, tu peux faire des choses pour elle, mais tu ne vas pas prendre sur toi ce qu'elle est. C'est un peu c'est pour ça que l'enracinement est quelque chose de très intéressant à pratiquer régulièrement. La formule dite dans l'ancrage, s'il vous plaît. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ce que tu me dis à ce niveau-là. Je suis désolé. Est-ce qu'on a tendance à faire une différence? Oui, OK, mais c'est pas intéressant. Le but de ces séances sont d'offrir un cours ou un service. Oui, c'est le saut. Oui, il y aura donc un enseignement qui sera proposé. On va le concevoir bientôt. Il va vous être envoyé la proposition. Donc, si ça vous est intéressé, ça pourrait effectivement exister. Il y a des consultations que je propose aussi. Donc, si ça vous dit, bien sûr que ça peut être possible. Il y a donc des livres qui vont sortir aussi. Sans doute que vous serez informé également de ça très bientôt. Merci, Denise, qui me dit tant de simplicité dans ton enseignement. C'est tellement formidable, mais tant mieux. Bon, pourquoi je fais la même astrale depuis 4 ans? Il faudrait que tu m'expliques. Je ne comprends pas ta question à ce niveau-là. Ça veut dire plein de choses, donc je ne comprends pas. Lors de l'ancrage, à chacune des étapes, tu disais je ressens, je vois et j'entends. Voilà, c'est ça, c'est les 3 sens. Hein. Je ressens, c'est les sensations. Je vois, c'est le visuel. Et je ressens, c'est les sensations. Merci Anne-Marie qui me dit j'aime que ce que je dis, mais tant mieux. Merci Daniel pour les bons commentaires. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, vous êtes invités, si ça vous dit, la semaine prochaine, donc samedi, même heure, même poste, comme on dit. Ce sera donc un thème complètement différent, mais dans lequel on va aborder l'intuition, on va aborder les neurosciences et comment on peut chercher à développer le cerveau de la façon la plus efficace qui soit. Donc, c'est un rendez-vous, si ça vous dit. Ce sera donc la semaine prochaine. Puis, il y aura donc une proposition qui sera faite là, dans les prochains jours. Donc, vous pourrez jeter un coup d'œil calmement, comme on dit. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Jean, est-ce que tu as quelque chose?